Les vapeurs d'encens médical emplissaient la salle d'opération, leur parfum se mêlant à l'odeur métallique du sang. Les multiples bras mécaniques du maître-serviteur, luisants sous la lumière des globes lumineux, se tenant au-dessus de Valerius. Les scanners du serviteur bourdonnaient. Ses optiques rouges rubis analysaient méthodiquement chaque détail, chaque vaisseau sanguin, chaque nerf qui devait être reconnecté au nouveau membre artificiel. « Début de la procédure de greffe cybernétique », annonça le maître-serviteur de sa voix monotone. Ses instruments chirurgicaux, fins comme des aiguilles, dansaient avec la précision parfaite autour du moignon. La chair meurtrie fut délicatement préparée, les tissus nettoyés et les terminaisons nerveuses isolées une à une avec une patience infinie. Le bras mécanique, chef-d'œuvre de technologie sacrée, reposait à proximité de l'opération, dans un champ de stase. Ses engrenages en adamantium et ses circuits de données de neurotransmetteurs attendaient leur union avec la chair. Les prières binaires du maître-serviteur emplissaient l'air, tandis qu'il bénissait chaque connexion, chaque soudure, chaque implant neural. La procédure dura des heures. Les servomoteurs du membre artificiel furent calibrés au micron près. Les connexions neurales plus fines qu'un cheveu furent fusionnées une à une avec le système nerveux de Valerius. Le maître-serviteur travailla sans relâche, ses mouvements précis, guidés par des millénaires de savoir-faire médical encodés. Enfin, dans un dernier fredonnement de prière à la machine, le bras fut scellé. Le maître-serviteur commença une longue série de tests diagnostiques, vérifiant chaque articulation, chaque capteur, s'assurant que la fusion entre la chair et la machine était parfaite. « Procédure terminée. Statut optimal », déclara le serviteur, ses optiques rouges scrutant une dernière fois son œuvre avant de commencer les rituels de désinfection. La technologie était un chef-d'œuvre d'ingénierie sacrée, fruit du labeur des plus habiles technoprêtres. L'adamantium poli à sa structure principale reflétait la lumière des projecteurs médicaux, tandis que les jointures en céramique renforcée permettaient les mouvements d'une fluidité presque naturelle. Le long du bras mécanique couraient des milliers de fibres de transmission de données. Chaque doigt était un miracle de précision, doté de servomoteurs microscopiques permettant une dextérité surpassant celle de la chair. Les capteurs de pression intégrés dans le bout des doigts étaient capables de détecter la texture d'une plume ou d'exercer assez de force pour broyer de l'acier. À l'intersection entre la chair et le métal, un réseau complexe d'interfaces neurales assurait une communication parfaite entre l'esprit et la machine. Des fibres de données plus fines qu'un cheveu transmettaient les impulsions nerveuses, tandis que des microcogitateurs traduisaient la volonté du mouvement. Le revêtement externe blindé pouvait se diviser en plaques, permettant l'accès au système interne pour une maintenance rituelle. La rééducation commença dès le lendemain de l'opération. Le maître-serviteur, assisté de 2 apprentis, guida Valerius à travers une série d'exercices de plus en plus complexes. Les premières séances se concentrèrent sur l'établissement de la connexion neurale, apprendre à sentir le membre artificiel comme une partie intégrante de son corps. Chaque matin débutait par des rituels de calibrage. Valerius devait effectuer des exercices de motricité fine, ramasser des pièces de monnaie, manipuler des engrenages, écrire avec un stylet. Les après-midi étaient consacrés au renforcement musculaire et à la coordination. Le poids du bras mécanique sollicitait des muscles que Valerius n'avait jamais utilisés auparavant. Des heures durant, il répétait des mouvements d'épée, apprenant à doser sa nouvelle force, à maîtriser cette puissance qui dépassait largement celle de son ancien bras de chair. Les soirées répartissaient leur lot de souffrance. Alors que les terminaisons nerveuses s'adaptaient à leur nouvelle connexion, les technoprêtres appliquaient des onguents bénis et récitaient des litanies d'apaisement. Mais la douleur faisait partie intégrante du processus de guérison. Chaque progrès était payé de sang et de sueur. Au fil des semaines, le contrôle devint plus naturel. Les mouvements saccadés des premiers jours laissèrent place à une grâce mécanique. Les capteurs et muscles artificiels répondaient instantanément à ses pensées. Et la force du bras était devenue une extension naturelle de sa volonté. Les technoprêtres parlaient avec admiration de la rapidité à laquelle le corps et l'esprit de l'acquisiteur acceptaient le don de l'omni-messie. La rééducation se poursuivit encore des mois. Mais déjà, Valerius pouvait entretenir le potentiel de ce nouveau membre. Ce n'était plus qu'une simple prothèse, mais bel et bien un pas de plus vers la perfection de la fusion entre l'homme et la machine. Chaque jour, il remerciait l'omni-messie pour ce don, conscient que sa force servirait la volonté divine avec encore plus d'efficacité qu'auparavant. Malgré la guérison physique, l'ennemi était devenu un ennemi plus redoutable que n'importe quel xéno. Dans l'obscurité de ses quartiers privés, Valerius ne trouvait plus le repos.
Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Lyra, d'abord serein dans ses souvenirs, puis déformé par la possession démoniaque. Il s'était jeté dans ses exercices d'entraînement avec une intensité qui inquiétait même ses plus proches serviteurs. De plus, lors de diverses missions, les interrogatoires de personnel civil se faisaient plus longs, plus minutieux. Chaque indice de corruption était poursuivi avec une ferveur qui brisait l'obsession. Son bras mécanique, encore en phase de rééducation, protestait sous les efforts forcés qu'il imposait, poussant les limites de la machine et de la chair bien au-delà des recommandations du technoprêtre. Dans sa chapelle personnelle, il avait ajouté une nouvelle icône à son autel, un médaillon appartenant à Lyra, suspendu aux côtés des symboles de l'Inquisition. Pendant ses prières, ses doigts mécaniques effleuraient souvent le métal usé, comme pour puiser dans ce contact une force qui lui échappait. Les litanies de foi se mélangeaient aux souvenirs, Lyra riant d'une situation comique, Lyra détectant les mensonges d'un hérétique avec une précision chirurgicale, Lyra couvrant ses arrières dans d'innombrables batailles. Au sein du Glory of Terra, les serviteurs le découvrirent parfois dans sa bibliothèque, entouré de grimoires traitant de la possession démoniaque. Il recherchait des signes qui l'auraient manqué, des indices qui auraient pu le prévenir. Son journal de bord s'était rempli d'annotations frénétiques, analysant chaque interaction des derniers mots échangés avec son ami, lors des derniers instants avant le drame. Lors de cette ultime mission sur Sirenia, aurait-elle montré des signes précoces de corruption? Aurait-il pu intervenir plus tôt? Ce fut Delphur qui finit par percer sa carapace de déni. Lors d'une rare visite, il trouva Valerius dans ses quartiers, épuisé après une nouvelle nuit sans sommeil. C'est lui qui trouva le mot juste. Prenez garde, inquisiteur. La culpabilité est une arme du chaos. Elle corrode l'âme aussi sûrement que la corruption. Cette faille dans votre esprit est un chemin propice vers cette corruption. Ces mots touchèrent quelque chose en Valerius. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la perte de Lyra, il permit à ses larmes de couler. Non pas les larmes d'un inquisiteur ayant failli à son devoir, mais celles d'un homme ayant perdu une amie irremplaçable. Progressivement, au fil des jours, la douleur aiguë se transforma en une résolution plus froide, plus contrôlée. Il commença à compiler tout ce qu'il avait appris sur cette tragédie, dans un tome qu'il intitula « Réflexions sur la corruption insidieuse », un guide pour les futures générations d'inquisiteurs. Les leçons tirées de la possession de Lyra qui ne seraient pas perdues. Son bras mécanique était devenu plus qu'une simple prothèse. C'était un rappel constant de sa propre vulnérabilité et de la nécessité de rester vigilant. Il fit graver sur les plaques d'adamantium une courte prière en son honneur. La foi est notre bouclier, le devoir notre épée. La présence de Lyra ne le quitterait jamais, mais elle se transformerait. De blessure béante, elle deviendrait force motrice. Chaque hérétique traqué, chaque cultiste démasqué, tout était fait en son nom, en mémoire de la force et de la dévotion finale à l'empereur. Ave Imperator, murmura-t-il chaque soir devant son autel, le médaillon brillant doucement à la lueur des bougies. La voix synthétique de Delphur résonna dans les quartiers privés de Valerius. Nous devons parler. Valerius ne leva pas les yeux du rapport qu'il étudiait. Je t'écoute. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Les servomoteurs de Delphur bourdonnèrent doucement alors qu'ils s'avançaient. Nous sommes vulnérables. Nous manquons d'efficacité. Nous nous en sortons très bien. Le ton métallique du Magos se fit plus ferme. Survivre n'est pas suffisant. La perte de Lyra rend notre équipe vulnérable. Les doigts mécaniques de Valerius se crispèrent sur la data slate. Sa mort a créé un vide opérationnel que nous ne pouvons ignorer. Sans ses capacités physiques, nous sommes aveugles face aux menaces du Warp. Sans sa présence, notre équipe est déséquilibrée. Valerius se leva doucement. Personne ne peut la remplacer. Ce n'est pas ce que je suggère. Les optiques rouges de Delphur se fixèrent sur Valerius. Mais notre devoir envers l'empereur exige que nous maintenions notre efficacité maximale. Vous le savez, je le sais, elle le savait. Un long silence s'installa, uniquement rompu par le rayonnement des systèmes du vaisseau. Qui proposerais-tu ? La voix de Valerius était à peine audible.
Corvus Cole, ancien compagnon, agent compétent, homme de confiance, quelqu'un qui connaissait l'Aira. Les épaules de Valerius s'affaissèrent légèrement. Delphur, Corvus est à la retraite. Il répondra à votre appel. Pour elle, pour vous, pour l'Imperium. Bien, acquiesça finalement Valerius. Comme toujours, ta logique est implacable. La logique nous maintient en vie, Inquisiteur. Les émotions nous rappellent pourquoi nous combattons. Les cheminées titanesques du Manufactorum crachaient leur fumée, perpétuelle dans le ciel couleur de plomb, lorsque Valerius retrouva Corvus Cole. L'ancien garde de Catachan n'avait guère changé, toujours cette carrure imposante forgée dans les jungles mortelles de son monde natal. Ses cicatrices témoignant de trop nombreuses batailles. Il arborait toujours ce regard perçant qui avait repéré tant d'embuscades dans le passé. Corvus travaillait comme instructeur de combat pour la milice locale, transmettant son expérience aux jeunes recrues. Quand il aperçut Valerius, un rare sourire fendit son visage. Mais cette expression s'effaça rapidement lorsqu'il remarqua l'absence de l'Aira et le bras mécanique de l'Inquisiteur. « Par l'Empereur !» s'exclama Corvus, comprenant instantanément que quelque chose s'était produit. Plus tard, dans la petite habitation spartiate du Catachan, Valerius raconta l'événement, la possession de l'Aira, le combat qui lui avait coûté son bras. Le silence qui suivit était lourd de sens. Corvus se leva, alla chercher une bouteille d'amasec dans le placard et en versa 2 verres. « À l'Aira !» dit-il simplement, levant son verre. « Une vraie guerrière jusqu'au bout !»« J'ai besoin de toi, mon vieil ami, » avoue Valerius, ses doigts mécaniques serrant un verre d'amasec. « Delphur est excellent, mais nous ne sommes plus que 2. Le Warp sait ce qui nous attend, et je ne peux pas perdre un autre compagnon !» acheva Corvus. Il reposa son verre, ses yeux fixés sur le Manufactorum au loin. « La retraite a commencé à me rendre mou de toute façon. Ces jeunes recrues ne savent même pas tenir correctement un couteau de combat. » Un léger sourire passa sur le visage de Valerius. Corvus avait toujours eu le don de dédramatiser les situations les plus sombres. C'était l'une des raisons pour lesquelles il aimait travailler avec lui. « Et quand partons-nous » demanda simplement le Catachan, en se levant déjà pour rassembler son équipement. Un couteau de combat, des grenades, son fusil laser personnalisé. Tout son matériel n'était jamais bien loin. « Dès que tu seras prêt, Delphur nous attend sur l'Imperator. » Corvus hocha la tête, empaquetant rapidement ses maigres possessions. La vie d'un garde de Catachan lui avait appris à voyager léger. « Ces salauds du chaos ne vont pas savoir ce qui leur tombe dessus !» grommela-t-il. « Pour l'Aira !»« Pour l'Aira !» répéta Valerius, et pour la première fois depuis des semaines, le poids sur sa poitrine semblait s'alléger légèrement. Avec Corvus à leur côté, peut-être pourrait-il faire la différence. La première fois que Valerius avait rencontré Corvus, c'était lors d'une mission sur Hydra, il y a près de 15 ans. Le Catachan servait alors dans les forces spéciales de la garde impériale, menant des opérations de reconnaissance en territoire hostile. Sa réputation l'avait précédé. On murmurait qu'il avait survécu seul pendant 3 mois dans une jungle toxique après que son unité ait été décimée par des tyrannides. L'Aira avait tout de suite apprécié le pragmatisme de Corvus. L'agent à l'esprit aussi aiguisé que son couteau, avait-elle dit à Valerius après leur première mission ensemble. Elle ne s'était pas trompée. Le Catachan avait cette capacité rare à accepter le surnaturel, sans perdre son sang-froid. Qualité précieuse lorsque l'on travaille au côté d'Humpsyker. À bord de l'Imperator, Delphur accueillit le retour de Corvus avec son efficacité habituelle. Le Magos avait toujours préféré les actes aux paroles. Dans un mot, il tend à Corvus une data slate contenant le dernier rapport de mission et une fiole de son meilleur poison d'oxygène catachanais. Un cadeau de bienvenue typique de Delphur. Les choses ont changé, expliqua Delphur de sa voix synthétique. Depuis la perte de l'Aira, Valerius, c'est différent, plus dur, plus obsessionnel. Corvus hocha gravement la tête, nettoyant son couteau de combat avec des gestes méthodiques. J'ai vu ça dans ses yeux, la culpabilité le ronge. Il aura besoin de nous deux. Tu connais Valerius depuis plus longtemps que moi. Tu l'as vu dans ses meilleurs jours. Moi, je l'ai vu dans ses pires moments. Ensemble, peut-être pourrons-nous le maintenir sur le droit chemin.
Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine. Corvus apporta ses connaissances approfondies des tactiques de guérilla et son expertise de survie, complétant parfaitement les capacités d'infiltration de Delphur. Les séances d'entraînement devinrent plus intenses, plus précises. Le Katachan insista pour que chacun maîtrise les techniques de combat de son monde natal. Même Valerius dut adapter les mouvements de son nouveau bras mécanique. Pendant de longues heures dans le Warp, les trois hommes partageaient parfois des histoires du passé. Corvus raconta les missions qu'ils avaient menées avec Valerius et Lyra, des anecdotes que même Delphur n'avait jamais entendues. Ces moments rappelaient à l'Inquisiteur que la mémoire de Lyra pouvait être honorée autrement que par la vengeance. Le Magos avait commencé à voir en Lyra non pas une simple collègue perdue, mais une amie qui les accompagnerait toujours. La présence de Corvus changea subtilement la dynamique du groupe. Là où Delphur était l'ombre silencieuse, le Katachan était devenu la force brute tempérée par l'expérience. Il n'hésitait pas à affronter Valerius quand celui-ci devenait trop obsédé par une piste, rappelant à l'Inquisiteur l'importance de préserver ses forces et son jugement. « Une équipe !» déclara Corvus, lors d'un briefing d'entraînement. « C'est comme un couteau de combat. La lame la plus affûtée ne sert à rien si le manche est brisé. Nous sommes le manche, Delphur. Notre rôle est de nous assurer que la lame frappe juste. » Cette métaphore, bien que simple, résume parfaitement leur nouvelle dynamique. Valerius était la lame, tranchante et précise avec sa quête de justice. Delphur et Corvus étaient le manche, le soutenant, le guidant, l'empêchant de se briser sous la force de ses propres coups.